l'opération qui a changé le cours de la guerre dans la jungle. La nuit vietnamienne enveloppe le fleuve d'une obscurité totale, épaisse comme du velours noir. Le lieutenant James Shannon sent la sueur couler le long de sa nuque, tandis qu'il reste immobile à bord de son patrouilleur fluvial. L'air est saturé d'humidité tropicale, chargé du bourdonnement incessant des moustiques et des bruits mystérieux de la jungle. Après des mois d'entraînement intensif, lui et son équipage ont perfectionné l'art de l'embuscade fluviale, retournant les tactiques du Viet Cong contre ses propres combattants sur leur territoire. Les deux moteurs diesel sont coupés, laissant l'embarcation flotter comme un fantôme dans les ténèbres. L'opérateur radio appuie 2 fois sur son bouton d'émission, envoyant de brèves impulsions de parasites vers la base de Tan Han. Pas un mot. À travers sa vision nocturne, Shannon aperçoit ce qu'ils attendent depuis des heures. La première sampan glisse dans son champ de vision, puis une deuxième. À l'intérieur, 5 guérilleros du Viet Cong s'appuient sur leurs pagaies, des fusils d'assaut Kalachnikov en bandoulière sur leur poitrine. Ils transportent quelque chose sous des bâches. Les renseignements ultra-secrets affirment que ce ne sont pas de simples sacs de riz. La main de Shannon se crispe sur son arme. La marine n'a jamais tenté une opération pareille auparavant. Une sampan passe à 5 mètres, assez près pour distinguer les visages. Shannon hurle soudain « Ouvrez le feu !» Fin décembre 1968, le delta du Mékong était devenu un échiquier de voies navigables où les forces américaines et vietnamiennes luttaient pour priver le Viet Cong de son atout le plus précieux, la mobilité. La toile d'araignée de rivières, de canaux et de ruisseaux sillonnant cette région luxuriante créait un cauchemar tactique, un labyrinthe aquatique où la doctrine navale conventionnelle se révélait totalement inutile. Ce n'était pas l'océan ouvert pour lequel ces marins avaient été formés, mais un dédale claustrophobe où la visibilité s'étendait rarement au-delà de quelques mètres et où une embuscade pouvait surgir de n'importe quelle direction. Pour les marins américains, le delta représentait un monde extraterrestre. Les épaisses canopées de la jungle créaient un crépuscule perpétuel, même en plein jour. Les racines de mangroves se tordaient en barrières impénétrables le long des berges. L'eau saumâtre dissimulait tout, des pièges à pieux en bambou aux sapeurs nageurs. Le plus troublant était la certitude que ce territoire appartenait au Viet Cong, qui naviguait ses passages depuis l'enfance, disparaissant dans des chenaux cachés qu'aucune carte américaine ne montrait. Le vice-amiral Elmo Zumwalt Jr., commandant des forces navales au Vietnam, comprenait que contrôler ces voies navigables était essentiel pour gagner la guerre. Les services de renseignement révélaient que le bec de perroquet, une intrusion en forme de poignard du territoire cambodgien qui pointait vers Saïgon, était devenu une autoroute pour l'infiltration ennemie avec des milliers de soldats et des tonnes de fournitures transitant par ce corridor chaque nuit. Avec des routes d'infiltration potentielles sur presque tous les côtés, le delta du Mékong représentait un point faible stratégique dans les défenses du Sud-Vietnam. La mer de Chine méridionale et le golfe de Thaïlande bordaient 2 côtés, tandis que la frontière cambodgienne-vietnamienne enveloppait les côtés restants, créant une zone mûre pour l'exploitation ennemie. Cette section de la frontière, qui arrivait à portée de frappe de Saïgon, avait servi de route d'infiltration principale pour les forces ennemies lors de la préparation de l'offensive du Tet en 1968. Les efforts navals précédents s'étaient révélés insuffisants. L'opération Market Time patrouillait les eaux côtières, tandis que Game Warden surveillait les grandes rivières. Mais le Viet Cong se contentait de se déplacer vers des voies navigables plus petites entre ces opérations. Zumwalt avait besoin de quelque chose de révolutionnaire, non pas de simples patrouilles défensives, mais une emprise agressive sur les artères vitales d'approvisionnement de l'ennemi. Zumwalt détermina que le moment était venu pour la marine de saisir l'initiative. Il conçut une opération s'étendant sur le fleuve Vam Co et ses 2 bras. Le Vam Co Dong à l'est et le Vam Co Tay à l'ouest, conçus pour interdire le flux d'hommes et d'armes depuis la frontière cambodgienne. En raison de la forme unique de ces rivières bifurquées, le plan de Zumwalt fut baptisé « Opération Giant Slingshot ». Le 5 décembre 1968, l'opération Giant Slingshot fut lancée avec une rapidité remarquable. En quelques heures après avoir reçu les ordres, le capitaine Arthur Price Jr. avait assemblé une armada hétéroclite à Tan Han, la capitale provinciale de la province de Long An. Il n'y avait pas de temps pour un entraînement ou une préparation approfondie. Les renseignements indiquant que les mouvements d'approvisionnement ennemis augmentaient avant une offensive présumée.
La mission devait commencer immédiatement, prêts ou non. La force de Giant Slingshot fut méticuleusement assemblée à partir de plusieurs unités navales. À son cœur se trouvaient 2 divisions de patrouilles fluviales, chacune commandée par un lieutenant et composée d'environ 50 personnes, dont 4 officiers. Les divisions comprenaient 10 patrouilleurs fluviaux de 32 pieds en fibre de verre, connus sous le nom de PBR. Ces embarcations rapides et manœuvrables étaient armées de mitrailleuses jumelées de calibre 50 à l'avant, d'une mitrailleuse de calibre 50 unique à l'arrière, plus des lance-grenades et des mitrailleuses M60. Avec une propulsion par jet d'eau leur donnant un tirant d'eau peu profond de 18 pouces, ils pouvaient naviguer dans des eaux où des navires plus gros s'échoueraient. Pour fournir une puissance de feu plus lourde, Price incorpora une division d'assaut fluvial de la force riveraine mobile, connue sous le nom de TF-117. Cette division apporta 14 transports de troupes blindées, des embarcations de débarquement LCM-6 converties, 6 patrouilleurs de soutien d'assaut, plusieurs moniteurs lourdement armés et un bateau de commandement et de contrôle. Ces navires pouvaient transporter et soutenir des troupes de l'armée pour des opérations combinées, ajoutant une puissance de combat significative à la force. Le quartier général flottant de l'opération fut établi sur Igrair BM-16, une barge de réparation convertie avec des installations pour loger et nourrir le personnel de 2 divisions de patrouille fluviales. Soutenant ce quartier général se trouvait un navire de réparation léger auxiliaire, ou ARL, un navire de débarquement de chars LST, converti qui servait d'installation de réparation flottante avec des ateliers d'usinage et des pièces de rechange. Complétant cette base mobile se trouvait un LST fluvial spécialement modifié, équipé pour loger, nourrir et entretenir une division de patrouille fluviale supplémentaire. Ce trio de navires de soutien permettait à Giant Slingshot d'opérer loin des bases établies, apportant leur capacité logistique et de maintenance en territoire contesté. L'ensemble de la base pouvait se déplacer selon les besoins, donnant à l'opération une flexibilité stratégique remarquable. Le plan opérationnel de Price était stratégiquement solide. Il déploya une division de patrouille fluviale sur chaque rivière, établissant des sites de rassemblement avancés à Traku sur le Vam Ko Dong et Tuyen-non sur la rivière Vam Ko Tai. Ces bases secondaires étaient proches des forces locales conseillées par les Vietnamiens, permettant des opérations coordonnées et poussant la présence navale américaine plus profondément en territoire ennemi. Depuis ces positions, les bateaux pouvaient patrouiller jusqu'à Go Dao Ha et Mok Hoa, à quelques kilomètres seulement de la frontière cambodgienne. Comme prévu, les patrouilles commencèrent le 6 décembre, et la River Division 534 devint la première unité de Giant Slingshot à engager l'ennemi. Lorsqu'un hélicoptère de l'armée américaine signala avoir reçu des tirs au sol près d'un passage de rivière suspecté, 2 PBR se précipitèrent pour enquêter. Alors qu'ils contournaient un virage dans la rivière, la jungle explosa avec des tirs d'armes automatiques. Les balles déchirèrent les coques en fibre de verre et ricochèrent sur la surface de l'eau, tandis que les équipages ripostaient avec leurs mitrailleuses de calibre 50, les armes lourdes sautant et rugissant alors qu'elles déchiraient la végétation dense. Les PBR effectuèrent une autre passe agressive, déversant des tirs dans les positions ennemies avant de se retirer. Aucun Américain ne fut blessé, mais le message était clair. Le Viet Cong contesterait férocement cette intrusion dans son domaine. Le lendemain même, 2 autres échanges de tirs éclatèrent. Ce rythme de combat choqua même les marins vétérans. La plupart des opérations navales dans le delta pouvaient voir de l'action une fois par semaine. Giant Slingshot affichait en moyenne plus d'un échange de tirs par jour. Giant Slingshot avait clairement touché un nerf sensible en ciblant les routes d'infiltration vitale de l'ennemi. Le 14 décembre, le maître d'équipage de 2e classe Lehman et son équipage dirigeaient des tirs d'artillerie sur des bunkers ennemis au nord de Traku, lorsque la ligne d'arbres explosa soudainement avec des roquettes et des tirs de mitrailleuses. L'embuscade fut parfaitement exécutée, les 2 PBR furent touchés à plusieurs reprises avant de pouvoir réagir. 6 marins furent blessés, Lehman ayant reçu le pire coup. Malgré les efforts désespérés pour le stabiliser et la réponse immédiate des hélicoptères de combat pour supprimer les tirs ennemis, Lehman succomba à ses blessures, devenant le premier marin tombé de l'opération. Néanmoins, Giant Slingshot se développa rapidement. À la mi-décembre, 3 divisions de patrouilles fluviales supplémentaires avaient rejoint le combat.
le lieutenant-commandant Arthur Elliott prenant le commandement des opérations sur la rivière Vam Co Dong depuis l'USS Harnett County à Ben-Luc. Pourtant, le Viet Cong redoublait également d'efforts. Le 15 décembre, les forces de l'armée américaine découvrirent 3 sites de roquettes distinctes visant UGR-BM-18, le centre nerveux des opérations fluviales. Avec la vie de centaines de marins en jeu et seulement 2 heures d'avertissement, le commandant de la base réquisitionna frénétiquement un remorqueur philippin de passage. La massive base flottante fut hâtivement désamarrée et remorquée en aval vers des eaux plus sûres près de la zone de l'ancien fort français. L'année se termina par une perte tragique lorsque le lieutenant-commandant Elliott fut touché par des éclats d'obus d'une roquette B-40 lors d'une patrouille sur le Vam Co Dong supérieur, perdant instantanément la vie. Malgré ces revers malheureux, le groupe de travail 194.9 s'était imposé comme une barrière à travers les routes d'infiltration les plus vitales de l'ennemi. Les jours suivants virent une intensification brutale des combats. Les équipages des PBR apprenaient rapidement que chaque virage de rivière, chaque banc de boue, chaque section ombragée pouvait cacher une force ennemie attendant le moment parfait pour frapper. La jungle dense offrait une couverture parfaite aux combattants du Viet Cong qui connaissaient chaque centimètre carré de ce terrain. Les marins américains devaient compter sur leur vitesse, leur puissance de feu et leur courage face à un ennemi invisible et insaisissable. Chaque mission était un test de nerfs, chaque patrouille une danse mortelle avec le danger. Les nuits étaient particulièrement terrifiantes. Dans l'obscurité totale, les sons prenaient une dimension nouvelle. Le clapotis de l'eau contre la coque, le bruissement lointain dans les roseaux, le cri soudain d'un oiseau nocturne qui pouvait signaler la présence ennemie. Les équipages restaient en alerte maximale pendant des heures, leurs doigts sur les détentes, leurs yeux scrutant les ténèbres pour le moindre mouvement. La fatigue devenait l'ennemi autant que le Viet Cong lui-même. Pourtant, ces hommes tenaient bon, sachant que leur mission était cruciale pour couper les lignes de ravitaillement qui alimentaient l'insurrection. Fin décembre 1968, Giant Slingshot avait prouvé son concept. Une présence navale agressive sur les rivières pouvait effectivement perturber les opérations ennemies. Les caches d'armes découvertes se multipliaient, preuve que le Viet Cong ne pouvait plus déplacer librement son matériel. Mais cette victoire partielle avait un prix élevé en sang et en sacrifice. Lorsque janvier 1969 se leva sur le delta du Mekong, l'opération Giant Slingshot était devenue une présence permanente et redoutée. Le groupe de travail 194.9 engageait désormais les forces ennemies en moyenne 3 fois par jour, transformant les rivières en zones de combat incessants. De ces affrontements fréquents émergea un nouveau style de guerre fluviale, perfectionné dans le sang et le feu. Les dossiers opérationnels soulignaient le niveau exceptionnel de coordination entre les forces navales de Giant Slingshot et diverses autres unités militaires, notamment l'armée américaine, la RVN et les forces spéciales. Cette approche conjointe s'améliorait constamment à mesure que l'opération progressait, laissant derrière elle les anciennes rivalités et créant une synergie sans précédent entre les opérations aquatiques et terrestres. Le Viet Cong, longtemps habitué à se déplacer librement le long des rivières, fut pris au dépourvu. Pendant des années, ils avaient transporté armes et fournitures en mode Poney Express, se déplaçant de point en point le long des voies navigables. Maintenant, ils ne pouvaient soudainement plus bouger sans être détectés. Les caches d'armes et de munitions qui ne pouvaient être déplacées à temps furent découvertes avec une fréquence croissante. À la fin du mois de janvier 1969, l'opération avait capturé 43 tonnes et 4 dixièmes de tonnes d'armes, de munitions et de fournitures, un record mensuel qui éclipsait les 17 tonnes et 7 dixièmes déjà impressionnantes de décembre. Mais ce succès eut un prix. Tout au long du mois, la section de la rivière Vam Co Dong, directement à l'est de la zone de l'aile d'Ange du Cambodge, entre Traku et Godauha, connut tant d'échanges de tirs que les forces américaines lui donnèrent de surnoms sinistres d'allées sanglantes. Ici, la jungle poussait jusqu'au bord de l'eau, offrant une couverture parfaite pour les positions de roquettes et de mitrailleuses. L'eau brun-boue pouvait dissimuler des mines ou des nageurs. Chaque virage pouvait cacher une embuscade. À travers février, Giant Slingshot se rapprocha encore plus de la frontière cambodgienne, établissant une présence à Mok Oa et étendant les patrouilles jusqu'à portée de vue du Cambodge lui-même.
L'opération faisait désormais partie d'une ligne d'interdiction continue qui s'étendait de la ville de Tai Ninh au golfe de Thaïlande, une barrière aquatique conçue pour couper les routes d'infiltration de l'ennemi. Ce fut pendant cette période que deux innovations tactiques clés transformèrent en l'opération. La première vint de la nécessité. Les équipages apprirent rapidement que le Viet Cong s'adaptait à leur présence et devenait plus prudent quant à l'approche ou à la traversée des rivières pendant la journée. L'ennemi se déplaçait la nuit, nécessitant une nouvelle approche. La réponse fut l'embuscade aquatique. Sous le couvert de l'obscurité, les patrouilleurs se positionnaient dans les zones de traversée probables, moteurs étouffés ou complètement éteints, et attendaient silencieusement que les forces ennemies apparaissent. Ces embuscades devinrent de plus en plus efficaces, en particulier le long des portions étroites et fortement végétalisées des rivières Vam Co Dong et Vam Co Thai, idéales pour la dissimulation. La River Division 532 devint particulièrement habile à cette tactique, initiant les contacts plutôt que de simplement répondre aux mouvements ennemis. Ces embuscades exigeaient des nerfs d'acier. Les hommes restaient immobiles pendant des heures, constamment mordus par les moustiques, incapables de parler, de fumer ou parfois même de changer de position. La tension psychologique était immense, sachant qu'à tout moment, la nuit pouvait exploser en combat à bout portant. Début février, ce jeu du chat et de la souris s'intensifia avec une autre innovation. L'opération Kill Hall était un effort conjoint armée-marine qui concentrait les forces au point chaud connu pendant les heures de pointe d'activité. Les analystes du renseignement avaient recommencé à identifier des schémas dans les mouvements ennemis. Certaines sections de rivières qui voyaient de l'activité à des heures prévisibles. Au lieu de disperser les forces sur l'ensemble du système fluvial, Kill Hall massait la puissance de feu précisément là et quand l'ennemi était susceptible d'apparaître. Les PBR chargés de troupes de réaction rapide de l'armée patrouillaient ces zones, prêts à poursuivre immédiatement tout contact. En mai, cette coordination avait évolué en opération Bushwhack. Ces opérations mariaient les embuscades aquatiques avec les tactiques terrestres de petites unités. Les équipes de reconnaissance de l'armée, les Rangers ou les Raiders, se déployaient silencieusement depuis les PBR et se déplaçaient de 200 mètres à l'intérieur des terres, étendant le périmètre d'embuscade bien au-delà de la berge. Les bateaux devenaient à la fois des plateformes d'insertion et des forces de blocage, tandis que les équipes de l'armée devenaient les yeux et les oreilles de l'opération dans la jungle. Les avantages étaient immédiats. Les troupes terrestres étendaient l'enveloppe de possibilités de contact, fournissant un avertissement préalable de l'approche du Viet Cong. Les troupes préféraient cet arrangement car elles avaient la mobilité, un plus grand secret d'insertion, un soutien de mitrailleuses de calibre 50 et une capacité d'extraction immédiate si nécessaire. Avril 1969 apporta la saison de la mousson au delta du Mékong, transformant les berges en boue aspirante et remplissant l'air d'une brume vaporeuse qui réduisait la visibilité à quelques mètres seulement. C'était le temps parfait pour les embuscades, et le Viet Cong saisit le moment. Piqué par des mois d'interdiction et confronté à des approvisionnements en baisse, il lança une contre-attaque pour reprendre les voies navigables. L'offensive ennemie commença avec un effet dévastateur. Le 2 avril, le lieutenant-commandant Carl Peterson, qui avait remplacé le regretté lieutenant-commandant Elliott en tant que commandant sur place du Vam Co Dong, était en patrouille au sud de Traku lorsque son patrouilleur de soutien d'assaut essuya des tirs intenses de roquettes et de mitrailleuses. Peterson perdit la vie instantanément lorsqu'il fut touché par une roquette B-40, devenant le deuxième commandant sur place de l'opération à périr au combat. Ce qui suivit fut peut-être le mois le plus intense de combat fluvial de l'histoire militaire américaine. Les embuscades de jour comme de nuit du Viet Cong furent rencontrées par des embuscades aquatiques des forces de la marine américaine. Le groupe de travail 194.9 subit des pertes plus lourdes qu'à tout moment précédent de l'opération, mais les marins ripostèrent avec détermination et ruse. Les tactiques ennemies devenaient de plus en plus agressives. Lorsque les combattants du Viet Cong repéraient des bateaux américains ou les voyaient entrer dans une zone d'embuscade, ils tentaient souvent de s'approcher furtivement des navires pour des attaques à la grenade à courte portée. Les marins répondirent en maintenant une surveillance vigilante et parfois en permettant à l'ennemi de s'approcher à bout portant pour assurer la neutralisation. Le 12 avril 1969, lorsqu'une patrouille de l'unité de travail 194.9.5 observa 10 personnes ennemies à l'est de Ben Luc,
Après les avoir prises sous le feu avec l'aide d'hélicoptères de combat, la patrouille installa une embuscade aquatique et maintint la zone sous surveillance. Peu après avoir pris position, ils détectèrent un combattant du Viet Cong tentant de s'approcher furtivement des bateaux et l'éliminèrent. 3 heures plus tard, la même patrouille observa 5 autres combattants du VC s'approchant de leur site d'embuscade et les engagea, neutralisant 7 combattants ennemis supplémentaires. Alors que les combats s'intensifiaient, Giant Slingshot déchaîna ses atouts les plus d'élite. Des équipes SEAL de la marine commencèrent à opérer depuis Mock Oa, se spécialisant dans les missions de reconnaissance nocturne et d'action directe. Pendant ce temps, les marins modifièrent des bateaux civils Boston Whaler, de petites embarcations pratiquement silencieuses qui pouvaient glisser devant les positions ennemies sans être détectées. Ces minuscules navires, transportant des marins lourdement armés, entrèrent dans des zones que le Viet Cong avait considérées comme impénétrables. L'innovation se poursuivit avec les opérations Eagle Float, des missions de 3 jours insérant des compagnies entières de l'armée profondément en territoire ennemi. Les forces navales fournissant à la fois des capacités d'insertion et des positions de blocage. Le 18 avril, une autre percée survint lorsque des avions OV-10 firent équipe pour la première fois avec les forces de Giant Slingshot, soutenant une unité de reconnaissance provinciale de 40 hommes engagés avec 50 combattants du Viet Cong sur le canal King Kong. Cette coordination réussie conduisit à l'établissement de VAL-4DB fin mars pour fournir un soutien aérien à voilure fixe pour les opérations navales dans la région, renforçant considérablement la puissance de feu du groupe de travail. Cependant, l'intensification du conflit apporta également la tragédie. Le 20 avril, un hélicoptère Seawolf s'écrasa près de la frontière cambodgienne après avoir effectué une course de tir sur plusieurs sampans. L'appareil prit feu lors de l'écrasement, réclamant la vie de 3 de ses occupants. Au total, cet incident causa la mort de 4 membres de la marine américaine, avec 4 autres blessés. En mai, la marée avait tourné. La fréquence des contacts ennemis tomba à 3 ou 4 par jour, et les embuscades quotidiennes qui avaient caractérisé avril cessèrent. Les contacts nocturnes étaient désormais principalement initiés par les forces américaines plutôt que par l'ennemi, suggérant que le Viet Cong avait été forcé d'adapter ses tactiques une fois de plus. La marine participa à une autre opération conjointe, César II, conçue pour isoler une zone lourdement infiltrée par le Viet Cong. En établissant un cordon solide autour de la zone cible, en évacuant tous les civils, puis en balayant la zone en continu pendant 8 jours, l'opération affama les forces ennemies restantes, les forçant soit à combattre, soit à se rendre. Tous les bateaux disponibles furent consacrés au cordon, établissant de nombreuses embuscades nocturnes. L'opération s'avéra réussie, le décompte des corps atteignant plus de 40 combattants du Viet Cong. Peut-être le tournant le plus significatif survint début juillet 1969, lorsque les renseignements prédirent que le Viet Cong prévoyait d'attaquer et d'occuper la ville de Tay Ninh, la 3e plus grande ville du Sud-Vietnam. L'ennemi avait l'intention d'y établir un gouvernement provisoire, croyant que les nations fatiguées de la guerre le reconnaîtraient et lui accorderaient la légitimité. En réponse, le commandant des forces navales au Vietnam exécuta l'opération Double Shift, un plan d'urgence pour concentrer les forces dans la zone de Tay Ninh. Avec seulement 4 heures de préavis, les actifs navals de tout le delta convergèrent vers Go Dao Ha et Ben Keo, triplant la force de Giant Slingshot dans la région. En 24 heures, les River Division 574 et 513 avaient navigué de Binh Thuy à Go Dao Ha, tandis que les River Division 532 et 531 se déplacèrent vers Ben Keo depuis Mai To. Cette concentration rapide de puissance navale, travaillant en étroite coordination avec la 25e division d'infanterie de l'armée américaine, aida à empêcher l'attaque sur la ville de Tay Ninh, une victoire que certains observateurs considèrent comme l'une des batailles clés de la guerre. Après 18 mois de combats intenses, les statistiques de l'opération étaient impressionnantes. 140 tonnes de fournitures capturées, 254 caches d'armes découvertes et plus de 2000 combattants ennemis éliminés. Sous la politique de vietnamisation du président Nixon, Giant Slingshot devint l'une des premières opérations majeures transférées au contrôle vietnamien. Pendant des mois, les divisions d'assaut fluvial et d'interdiction de la marine vietnamienne s'entraînèrent aux côtés des équipages américains, maîtrisant les tactiques qui s'étaient révélées si efficaces.
Les marins vietnamiens apprirent non seulement à manœuvrer les patrouilleurs rapides et les embarcations blindées, mais aussi à maîtriser l'art subtil de l'embuscade nocturne, la coordination avec les forces terrestres et aériennes et la lecture des signes révélateurs d'activités ennemies le long des berges sombres. Chaque jour apportait de nouvelles leçons, chaque patrouille devenait une opportunité de transfert de compétences. Les équipages mixtes naviguaient ensemble, les Américains partageant des années d'expérience durement acquises, les Vietnamiens apportant leurs connaissances intimes du terrain et de la culture locale. Le 5 mai 1970, lors d'une cérémonie à Ben Luc, l'opération fut rebaptisée Tran Hung Dao II en l'honneur d'un héros militaire vietnamien vénéré. Le lieutenant-commandant Thieu prit le commandement de ses homologues américains, marquant la transition réussie de la responsabilité. La cérémonie fut solennelle et émouvante. Les drapeaux américains et vietnamiens flottaient côte à côte dans la brise humide du delta. Des officiers de marine de deux nations se tenaient au garde-à-vous tandis que le commandement changeait officiellement de main. Pour les marins américains présents, c'était un moment doux amer, un mélange de fierté pour ce qu'ils avaient accompli et d'inquiétude pour l'avenir de leurs camarades vietnamiens. Ils savaient que la guerre était loin d'être terminée, que les dangers qu'ils avaient affrontés attendraient désormais ceux qui prenaient leur place. Le président Nixon décerna plus tard au groupe de travail 194.9 la Presidential Unit Citation pour héroïsme extraordinaire et performance exceptionnelle du devoir. Cette reconnaissance officielle validait les sacrifices consentis, les vies perdues et les risques pris jour après jour sur les eaux sombres du Mékong. Les équipages de Giant Slingshot avaient approuvé qu'avec innovation, courage et coordination, même les voies d'infiltration les plus établies de l'ennemi pouvaient être coupées. Les mois suivants virent les forces vietnamiennes prendre progressivement le contrôle complet des opérations sur les rivières Vamco. Les divisions d'assaut fluvial et d'interdiction vietnamiennes, désormais pleinement formées, assumèrent la responsabilité totale de la zone des rivières, patrouillant les mêmes eaux dangereuses que leurs prédécesseurs américains. Les tactiques développées pendant Giant Slingshot, les embuscades nocturnes perfectionnées dans le sang, la coordination entre forces terrestres et navales, tout cela devint l'héritage vivant transmis aux marins vietnamiens. Les eaux sombres du Mékong continuèrent de porter témoignage des sacrifices consentis, des vies perdues et des victoires remportées. Les PBR continuèrent de sillonner les canaux étroits, leurs mitrailleuses de calibre 50 toujours prêtes, mais désormais sous pavillon vietnamien. Les bases flottantes restèrent en place, les routes d'infiltration demeurèrent surveillées et la mission continua. Pour les marins américains qui rentrèrent chez eux, Giant Slingshot resta gravé dans leur mémoire comme l'une des opérations les plus intenses et les plus innovantes de toute la guerre. Ils avaient prouvé qu'une présence navale agressive, combinée à des tactiques audacieuses et à une coordination interarmes, pouvait transformer des voies d'infiltration ennemies en pièges mortels. L'opération avait changé le visage de la guerre fluviale, démontrant que même dans le labyrinthe impénétrable du delta, la détermination et l'innovation pouvaient renverser la situation. Si cette histoire des combats fluviaux du delta du Mékong vous a captivé, si vous avez ressenti l'intensité des embuscades nocturnes et l'héroïsme de ces marins qui ont transformé les rivières vietnamiennes en barrières infranchissables, alors aidez cette chaîne à continuer de raconter ces récits extraordinaires. Mettez un like si cette histoire vous a plu, laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur ces tactiques révolutionnaires et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines histoires fascinantes que nous allons explorer ensemble. Votre soutien permet de faire vivre ces récits historiques et d'honorer la mémoire de tous ceux qui ont combattu sur ces eaux dangereuses.